Bonjour à tous. Nous avons une demi-heure avec Patrick Pouyanné, qu'effectivement il n'est pas nécessaire de présenter comme PDG de Total Energy. Une demi-heure pour parler de l'énergie en Europe, un sujet qui est évidemment toujours fondamental, mais tout particulièrement depuis 1 an et demi. Et on va peut-être commencer par là, sur ce qui a été ce fil rouge depuis le début des débats ce matin, évidemment, les conséquences de la guerre en Ukraine. Il a été dit ce matin qu'il y avait eu, il y a 1 an, une forme de sidération devant le déclenchement de ces événements et du retour de cette guerre dite de haute intensité en Europe. Ça a été aussi un choc majeur sur le marché énergétique, avec cette sidération qui était la perspective de voir l'un des plus gros producteurs, sinon le premier producteur de pétrole et de gaz au monde, sorti du marché, ou en tout cas de ses principaux marchés. Or, 16 mois plus tard, j'imagine qu'on vous fera toujours le reproche que les prix soient toujours trop élevés à la pompe. Il n'empêche, nous n'avons pas eu de coupure de courant, nous n'avons pas eu de rupture majeure d'approvisionnement ni en gaz ni en pétrole. Le prix du pétrole est revenu à des niveaux assez raisonnables. Le prix du gaz est très bas. Comment expliquez-vous cette espèce de paradoxe entre une catastrophe annoncée et une situation finalement peut-être plutôt meilleure que celle qu'on a redoutée à un moment? Un prix du gaz très bas, il est 2 fois plus élevé qu'avant. Mais ça prouve que tout est relatif dans la vie. Non, je pense que... Bon, d'abord, ça prouve que quand on est dans un mur, on innove. Tout d'un coup, on n'a pas le choix. Tout d'un coup, la sécurité énergétique de l'Europe est devenue un sujet majeur, parce que c'est vrai qu'on avait construit un système énergétique, et notamment nos amis allemands, mais comme si la Russie était dans l'Europe. En fait, depuis la chute du mur, on avait considéré que... nos idées démocratiques avaient gagné, c'était la fin de l'URSS, et puis que le commerce allait l'emporter et faire la paix en Europe. Et puis Poutine nous a expliqué que non, c'était faux. Et il a fait un truc de fou qui aura des conséquences à long terme pour la Russie, c'est qu'il a décidé d'utiliser l'énergie comme une arme. C'est grave. Quand vous êtes un producteur d'énergie et que vous utilisez l'énergie comme une arme, vous perdez confiance. Vos clients perdent confiance en vous, mais pas seulement les Européens. Tous les autres pays du monde qui sont clients de la Russie ont observé que la Russie était capable d'utiliser l'énergie comme une arme. Alors pour nous, Européens, le débat sur l'énergie, qui était un débat uniquement climatique, tout d'un coup, on s'est rappelé qu'il y avait un fondamental, une politique énergétique qu'on avait tous oublié. C'est un triangle, une politique énergétique. C'est la sécurité d'approvisionnement. On avait intégré le gaz russe dans l'Europe. D'ailleurs, l'Allemagne, toute la stratégie allemande sortie nucléaire, il y a du gaz russe. Simplement, la Russie n'est pas dans l'Union européenne. Il y a une frontière et l'histoire l'a montré et Poutine nous le répète. Donc on avait une hyper-dépendance qu'on avait découverte tout d'un coup. Enfin, on a pris les chiffres. Oui, on importait 150 milliards de mètres cubes par an, une hyper-dépendance du gaz russe. Et pourquoi? Pas parce qu'on est politique, parce que c'était le truc le moins cher. Parce que le gaz russe est le moins cher. Et qu'en fait, la deuxième caractéristique d'une politique énergétique, c'est le prix, qui est d'ailleurs la seule qui compte, après 25 ans dans ce monde-là. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qui s'est passé en Europe en 2022. On a subventionné, en général, je dis plus de 500 milliards d'euros les énergies fossiles. En fait, le chiffre, on me l'a révélé la semaine dernière, c'est 850 milliards d'euros. Massivement, les États européens, qui expliquent aux pays émergents qu'il ne faut pas subventionner les fossiles, ont mis 850 milliards d'euros parce que c'était la panique sur le prix. Parce que même, est-ce qu'on va se chauffer l'hiver prochain? Première panique. Et puis... Oui, donc on a trouvé les solutions. Alors pourquoi on a trouvé les solutions? C'est très intéressant ce qui s'est passé notamment en Allemagne. Les gens se disent pourquoi il n'y avait pas de terminaux vous savez, le fameux terminal de regasification allemand, ça fait 20 ans qu'il n'y en avait pas. Le président Macron m'a dit mais pourquoi il n'y a pas de terminaux en regasification en Allemagne? Alors je lui ai dit il y a 2 raisons. La première, c'est parce qu'on vous écoute, les leaders européens. Quand vous nous dites que vous ne voulez pas de gaz, pourquoi voulez-vous qu'on investisse dans des machins dont on nous dit qu'ils vont servir à rien dans 10 ans? Donc on n'a pas construit les terminaux. D'ailleurs, je lui ai dit, nous, on va vous en amener, mais des flottants. Comme ça, ils pourront partir. Et puis, donc voilà, on écoute. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en Allemagne, il était impossible de passer le permitting, les autorisations de construire des terminaux. C'était impossible pour des raisons de parties prenantes. Tout le monde était contre. Alors là, par contre, je peux vous dire que là, avec la guerre, en 6 mois, on a construit les terminaux de regasification en Europe. C'est même extraordinaire en Allemagne, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu un projet en juillet. En janvier, il marchait. Enfin, le gouvernement allemand nous a dit oubliez toutes ces procédures, oubliez tout ça. Priorité mondiale. Donc la priorité, c'est une leçon générale.
quand on est dans le mur, on innove. Hein. Et tous les c'est trucs ça qu'on impossibles a deviennent possibles. Enfin, ça, je le vois dans mon entreprise tout le temps. Et ça a marché au niveau des gouvernements. Donc, on a trouvé les moyens d'amener du gaz. Alors, naturellement, on l'a fait à n'importe quel prix. C'était le quoi qu'il en coûte. Au passage, il faut quand même voir ce qu'on a fait, nous, Européens, d'un point de vue mondial. On a ramené tout ce gaz naturel liquéfié en le prenant, on a détourné 15% du marché mondial du gaz, en le prenant aux pays asiatiques, en payant plus cher. Parce que pour le ramener en Europe, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de le payer plus cher que ce que pouvaient payer les Vietnamiens, les Chinois, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour que la boucle soit complète? Parce que j'aimerais raconter l'histoire. Ils n'avaient pas le choix, eux. Ils n'avaient plus le gaz, ils ont pris du charbon. Donc quand aujourd'hui les Européens expliquent que c'est quand même incroyable que les pays asiatiques reviennent au charbon, c'est effectivement nous qui leur avons pris le gaz, et effectivement on font plus de CO2. Et on l'a fait parce qu'on a payé plus cher. Donc le quoi qu'il en coûte a fonctionné. On a assuré, bon en plus on a quand même eu un peu de chance, il a fait chaud cet hiver. Au passage, le problème n'est pas réglé, contrairement à ce que tout le monde veut croire, parce qu'on est des génies, mais pourquoi? Parce que malheureusement, l'Europe n'a pas de stockage suffisant de gaz. En fait, on est un drôle de continent. On a décidé qu'on est profondément un pays énergétiquement importateur. On importe. Mais quand on importe et qu'on veut un marché libre et qu'on n'a pas de capacité de stockage, c'est compliqué. Et donc, on n'a pas assez de stockage pour passer un hiver. Donc, on va avoir les stockages pleins en octobre, ça on en est sûr maintenant, parce qu'il fait bon. Mais s'il se remet à faire une vague de froid l'hiver prochain, il faudra ramener à nouveau du gaz naturel liquéfié et la même histoire se passera en payant plus cher que les autres. Donc oui, moi je vous garantis que vous aurez pas froid. Vous allez vous chauffer. Simplement, après, c'est quoi qu'il en coûte, au prix qu'il faut pour que l'Europe... Et donc il faut en tirer beaucoup de leçons. Il faut toujours avoir une politique énergétique qui soit... Il faut toujours réfléchir à la sécurité d'approvisionnement, c'est majeur, surtout quand on est un pays importateur, un continent importateur. Et puis deux, il y a quand même, malgré tout ce que vous avez dit, moi j'ai vu qu'il y avait des clients pas contents quand même, hein. Un paquet de clients pas contents, parce que quand même l'énergie, c'est le pouvoir d'achat de base. Hein. Pour vivre, vous devez vous chauffer, vous transporter, et quand même tout ça. Et les États ont encore une fois absorbé, ils peuvent absorber une année. Il n'est pas très raisonnable de s'amuser à déverser des centaines de milliards tous les ans pendant plusieurs années. Donc on a quand même un sujet profond à régler, qui n'est pas complètement réglé. Même si vous n'aurez pas froid, vous aurez de l'énergie. Bon. Vous dites que Vladimir Poutine a utilisé l'énergie comme une arme et qu'en ça, il a créé une perte de confiance. Est-ce que vous, qui avez beaucoup travaillé en Russie, Total Energy, est-ce que la Russie est aujourd'hui rayée de votre carte du monde ou est-ce qu'on ouvre une parenthèse? Ah non, je pense que, enfin, en tout cas pour le marché européen, je pense qu'on ne reviendra jamais à l'hyperdépendance qu'on avait. Ça, c'est très clair. Faut pas rêver, c'est pas blanc ou noir. S'il y a la paix un jour, on rachètera du gaz russe parce que malgré tout, ce que j'observe, notamment, je serais très intéressé de voir le comportement de nos amis allemands. Encore une fois, l'énergie, je veux dire, les trois caractéristiques que j'ai données, ce qui domine, moi, après 25 ans, c'est le prix, c'est le côté bon marché. Donc l'homme est en permanence à la recherche de l'énergie la moins chère possible. C'est quelque chose qui nous pilote depuis des siècles. On cherche toujours la plus dense, la plus claire. On l'a trouvé d'ailleurs avec le pétrole, mais il ne faut plus de pétrole parce qu'il y a le climat. Mais on l'a trouvé. Bon. Et donc, je pense qu'on reprendra un peu de gaz russe, notamment, mais pas dans les proportions. Et puis, on aura ce doute que je dis, enfin, de la fiabilité. Mais le doute, il ne va pas être que seulement en Europe. Hein. Les Chinois observent tout ça avec un intérêt. Le gaz de Poutine, d'ailleurs, au passage, c'est compliqué de rebassancer. Et le pétrole, c'est facile, vous mettez dans des pétroliers, ils se redispatchent dans le monde, ce qui est en train de se passer pour le pétrole russe. Le gaz, il faut l'amener dans un pays, et puis tous les pays observent ça. Les Chinois ne vont pas faire l'erreur des Européens, hein, ils ne vont pas s'amuser à avoir une hyperdépendance du gaz russe. Hein. D'ailleurs, ils s'en gardent bien. Donc, la Russie va avoir un vrai problème de trouver des clients qui vont avoir confiance. Et je pense que ça va rester dans l'esprit. C'est majeur. Tout gouvernement, quel qu'il soit, tout pays va penser quelque part, est-ce que je peux faire confiance? Et quel est en gros le niveau de diversification dans mon mix énergétique que je peux avoir venant de Russie? Donc je pense que c'est profond, pas seulement pour les Européens, mais pour tous les clients de la Russie, ce qui s'est passé. Justement, où aujourd'hui l'Europe trouve-t-elle ces nouvelles sources d'approvisionnement pour assurer sa sécurité d'approvisionnement? On a vu un défilé de gouvernements dans les pays du Golfe, au Qatar, en Arabie Saoudite même. Non, mais il y a deux sources. On recrée une dépendance? Non, ce qu'il ne faut pas, alors ça c'est clair, mais il faut faire comme moi je fais chez Total Energy. Moi, ma seule politique, je suis dans plein de pays, c'est de la diversification de mes ressources. Il n'y a qu'une seule politique face au risque géopolitique. On n'arrête pas de me dire comment vous gérez le risque géopolitique. Vous faites en sorte que
vous le coupez en rondelles. Donc, d'ailleurs, la Russie, nous étions exposés, 15 milliards, on a supprimé, l'entreprise a traversé 15 milliards. Donc, la leçon, c'est diversifier. C'est le seul mot d'ordre que je peux donner aux Européens. Enfin, donc, il ne s'agit pas de choisir. Il faut le maximum de tuyaux qui viennent d'Algérie, Méditerranée. Et puis, le gaz naturel de Kéfier, le fameux gaz naturel de Kéfier, il peut venir de partout. Alors, il vient... moi, je l'ai ramené. Alors, je l'ai ramené principalement, il faut mieux voir, des États-Unis. L'année dernière, nous avons, nous, Total Energy, à peu près assuré 20% de l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel liquéfié, puisqu'on contrôle 20%. Et on l'a ramené essentiellement des États-Unis. Notre entreprise est le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié américain. Donc, et 10% après des exports américains. Et puis du Qatar, et puis d'Australie. Enfin, après, l'avantage d'avoir des acteurs comme moi-même, ou d'autres, c'est que nous, nous produisons du gaz naturel liquéfié dans 12 pays dans le monde. Et d'ailleurs, on a un portefeuille puisqu'on représente 10% du marché mondial. Donc j'en ai fait bénéficier l'Europe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a redirigé les flux vers l'Europe. Raison, bien évidemment. Alors on me dire, oui, il est sympa le patron de Total Energy, mais comme c'était plus cher, il y a gagné de l'argent. Oui, ça c'est clair que c'est pas moi qui ai fait monter les prix, c'est le marché qui a fait monter les prix. C'est simplement ça. Voilà. Donc oui, c'est clair. L'année dernière, non mais il faut bien voir dans cette affaire, il y a plusieurs vainqueurs. Il y a deux perdants de ce conflit. C'est la Russie, c'est l'Ukraine bien évidemment. C'est malheureusement pas l'Ukraine parce qu'ils sont au cœur du conflit et qu'on peut faire preuve de solidarité. C'est la Russie pour moi très profondément. Et puis c'est quand même l'Europe qui souffre profondément. Oui. Et après il y a des vainqueurs. Il y en a un qui s'appelle les États-Unis parce qu'ils ont tout. Ils ont de l'énergie. D'ailleurs ils en profitent actuellement. La Chine et l'Inde parce qu'ils ont récupéré le pétrole russe pour pas cher. Et puis parce que voilà, donc vous avez et puis les pays du Moyen-Orient aussi, ils sont plus vainqueurs puisque eux, ils vendent leur pétrole plus cher. Donc et les vases communicants, à la fin, in fine, c'est quand même le continent européen qui malheureusement théâtre de la guerre sort affaibli profondément aujourd'hui et son économie et les conséquences parce que c'est pas seulement l'énergie qui a créé de l'inflation en 22, maintenant c'est l'alimentaire. Conséquence du fait qu'il n'y a pas assez d'engrais. C'est toute une chaîne qui va en cascade, qui réalimente l'inflation aujourd'hui. Donc notre continent est quand même le perdant de tout ça. On va y revenir sur ce que peut être le modèle énergétique de l'Europe demain et de son affaiblissement éventuel. D'abord, pour revenir un petit peu en arrière, vous avez expliqué comment les routes, j'allais dire, de l'énergie se sont réorganisées après le conflit pour alimenter l'Europe. L'arme des démocraties, ça a été les sanctions, un déploiement d'un arsenal de sanctions inédit dans l'histoire. Est-ce que ça a simplement compliqué les choses ou est-ce que ça a fondamentalement changé le paysage énergétique pour l'Europe ? Les sanctions, elles ont des effets, mais pas immédiats sur la Russie. Enfin, elles ont eu des effets bénéfiques. En fait, on a redispersé. Le pétrole est sans sanction, donc on ne prend plus de pétrole, de diesel, d'essence russe. Mais le pétrole, diesel, essence russe, est allé se mettre ailleurs. Alors il y a des plafonds, mais il s'allait se mettre en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud. Il a trouvé ses débouchés. Donc sur le pétrole, ça n'a pas été très efficace. Après, ça peut être efficace sur des sujets technologiques. Il n'y a pas beaucoup de sanctions technologiques. Mais les sanctions technologiques qui ont des impacts sur les unités qui produisent le gaz naturel liquéfié, ça prend du temps. Pour l'instant, il y a des pièces détachées. Et puis les Russes sont des ingénieurs pas idiots, il ne faut pas l'oublier. Et puis par ailleurs, ils ont un allié qui s'appelle la Chine. Enfin, plutôt, les Russes deviennent un vassal de la Chine, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Il y a une vassalisation à la Chine. C'est pour ça que je dis que la Russie est plusieurs fois perdante, y compris dans sa relation avec la Chine. Mais donc le système résiste. Sur le gaz, parce que bizarrement, les Européens, à cause de leur peur de manquer de gaz, donc la seule chose qu'on n'a pas sanctionnée en Europe, c'est le gaz russe. Or, le gaz était quelque part le plus efficace, parce que si on coupait, nous, le gaz russe, il ne savait pas où l'envoyer, son gaz, parce qu'il n'a pas les tuyaux, il n'a pas de tuyaux, il ne sait pas comment faire de son gaz. Donc là, on lui coupe un revenu. On ne l'a pas fait parce qu'on en avait besoin. Je ne sais pas si je voulais. Donc c'est là qu'il y a eu. Donc on a pris des sanctions. Il a été en partie coupé par la force des choses et par alors après, d'ailleurs, au passage, c'est Poutine qui les a coupés lui-même. D'ailleurs, après, il y a eu l'explosion sur Nord Stream 2, dont un jour dira l'histoire d'Irak qui est cachée derrière. Mais ceci étant, ça a été. Donc les sanctions, je comprends. Enfin, ce que j'ai pas compris, si je puis me permettre, et c'est grave. Enfin, je le dis, c'est un commentaire géopolitique. Les sanctions telles que les Européens les ont prises, de façon totalement unilatérale, sans consulter aucun des autres pays du monde. C'est-à-dire comme les Américains le font en général. Puis après être allé demander à l'ONU et donc aux autres pays d'approuver nos sanctions, ça a des conséquences graves vis-à-vis des autres pays du monde. Si 60 pays n'ont pas approuvé,
C'est parce que profondément, et notamment des pays de ce qu'on appelle le Global Sud, c'est pas qu'ils soutiennent Poutine, c'est qu'ils ont pris tout ça pour... Mais attendez, même les Européens qui nous expliquent depuis des décennies que les sanctions américaines, c'est unilatéral, c'est pas bien, il faut le Conseil des Nations Unies, même les Européens se comportent de la même façon. Et donc, s'ils l'ont fait contre le Russe, ils peuvent le faire contre nous. Donc, il y a un sujet qui s'est cassé. Hein. Il faut bien voir. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire les sanctions. Il fallait, et je pense que, pour le coup, l'Union européenne a montré son unité à être capable vite de réagir. On a un peu oublié quand même, aller demander à tous ces pays, bon, maintenant qu'on a décidé, s'il vous plaît, venez aux Nations Unies et approuvez ce qu'on a fait. Je suis pas sûr qu'on ait marqué beaucoup. Je suis pas sûr qu'on n'a pas marqué beaucoup de points dans beaucoup de pays du monde, et qu'aujourd'hui on a. Alors pour le coup, ça c'est le praticien de toute une région plutôt au sud. Je vois qu'il y a un regroupement, pas autour des BRICS, parce que dans le BRICS il y a R, et je ne suis pas sûr que le R soit là, mais il y a un regroupement du Global Sud autour de la Chine, des pays du Golfe, qui est profond, et qui se passe contre nous occidentaux. Il y a une espèce de fracture qui est en train, parce qu'il y a une espèce de perte de confiance, et cette idée que nous, on a les valeurs démocratiques, et que c'est nous qui avons raison, est vécue maintenant comme une forme d'arrogance un peu insupportable, parce que de temps en temps, ils le disent, hein, vous êtes 1 milliard, nous sommes 5 milliards. Et ce n'est pas l'histoire de Poutine, ça. Poutine, ils sont eux-mêmes... il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la Russie, c'est une réorganisation du monde qui est en train de se passer, en partie. Et les conséquences de ce conflit, à mon avis, elles vont largement au-delà de simplement l'énergie. Elles sont plus profondes sur les fractures géopolitiques et la réorganisation des pouvoirs dans le monde. Alors, revenons à l'Europe, vous l'avez dit, elle a redécouvert la question de la sécurité énergétique, la sécurité d'approvisionnement qu'elle avait peut-être un petit peu oubliée. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on a une politique européenne de l'énergie, une politique à 27 ? Non, on n'a pas de politique énergétique. D'ailleurs, le traité le dit, l'énergie relève de chacun des pays. On a une politique climatique. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre votre truc. Ben oui, c'est bizarre. Parce qu'avoir une politique climatique commune, avec des objectifs communs, et pas une politique énergétique commune, ça, c'est un truc qui ne peut être que source de désoptimisation économique. C'est clair qu'on n'a aucune politique énergétique. D'ailleurs, je peux vous dire, pendant le conflit, alors pour avoir eu la chance, parce que pendant l'avantage de 2022, c'est que tout d'un coup, les leaders européens voulaient comprendre le monde de l'énergie rapidement. Donc on nous a posé beaucoup de questions. On s'est tous remis à niveau. Mais je peux vous dire que quel que soit le leader européen, très vite, c'était « et moi, qu'est-ce que je fais dans mon pays ?» La question, et ils allaient à Bruxelles, bon, très bien, c'est sympa, mais lui, il dit ça, moi, qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi, d'ailleurs, le copain d'à côté, il dit ça ? Et c'était chacun pour soi. Mais pourquoi ? Mais parce que l'énergie, encore une fois, c'est un bien essentiel. Dans une démocratie, à la fin, ce qui compte, c'est vos électeurs, quoi. Et donc, chacun d'entre eux, c'était, mais moi, il faut que je garantisse mon approvisionnement, quel que ce soit le truc, le moins cher possible, et donc, comment je fais ? Et donc, aujourd'hui, l'énergie, il n'y a pas de politique énergétique européenne, ce qui est un énorme problème quand on fait une politique climatique. Enfin, on fait comme si... Donc, on met des principes climatiques, et on dit on va atteindre 42,5% d'énergie renouvelable en 2030. On ne sera jamais à 42,5%. Je veux dire, je suis prêt à prendre aujourd'hui à Paris. C'est un blasphème ce que je dis, mais on n'y sera pas. Mais en même temps, je comprends la réaction. C'est-à-dire que politiquement, pourquoi on va vers les renouvelables ? Ça, c'est normal. C'est local. Donc on se dit on va recréer de l'efficacité, de l'indépendance énergétique par les énergies renouvelables. Mais on n'a pas de politique commune. Et on a même aujourd'hui un truc qui est en train de diviser profondément les deux grands pays, Allemagne et France, qui est le nucléaire. Ça, c'est irréconciliable à votre avis ? Mais ou est-ce qu'il existe un système c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Chaque pays peut faire des choix démocratiques. Les Allemands ont fait un choix. Nous n'aurons pas de nucléaire post-Fukushima. Très bien. Ils font un choix. À eux d'assumer le choix, et ils disent on va sortir du charbon, parce qu'il faut quand même du charbon. Au passage, ils n'ont qu'une seule solution, on va sortir du charbon, ça se transforme par du gaz et des renouvelables. Hein, parce que alors, sans gaz, là, je peux vous dire, il n'y aura pas de système énergétique fiable, permanent, fiable au sens de l'électricité tout le temps et de la chaleur tout le temps, si vous ne combinez pas renouvelables et gaz. Ça, c'est juste pas possible. Après, le reste, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut. On me dit qu'on mettra l'hydrogène, je vous laisse faire le calcul. Si les gens sont prêts à payer 10 fois plus cher, j'attends de voir où l'équation économique ne fonctionnera pas. Au Maghreb, bon, mais après, ça, c'est un choix de l'Allemagne. Les Français, comme d'autres disent, nous, on a un choix historique qui est le nucléaire. Bon, alors, on l'a un peu laissé tomber, il faut le relancer, mais le nucléaire est décarboné. Le nucléaire est complètement décarboné. Enfin, je veux dire, c'est une énergie. Alors, elle pose des problèmes de déchets nucléaires, mais le climat, c'est un problème à 100 ans. Le déchet, c'est un problème à 1000 ans. Donc, il faut choisir. Le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi, tout d'un coup, chacun veut... pourquoi l'Allemagne veut imposer son point de vue au reste de l'Europe, alors qu'aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays. Parce que, honnêtement, si vous voulez décarboner l'énergie, je ne suis pas dans le nucléaire, donc je suis pas... C'est pour moi qui vais...
Je pense qu'effectivement, une bonne combinaison, c'est du nucléaire, du renouvelable et un peu de gaz pour essayer d'éviter les fossiles. Bon, maintenant, le nucléaire est un choix pas évident parce qu'il y a eu Fukushima. En gros, je pense qu'il n'y aurait eu que Tchernobyl. Bon, c'était l'Union soviétique. Fukushima nous a fait tous réfléchir parce que le Japon est un pays développé. Donc, il y a un sujet de sécurité. Et du coup, pour être de plus en plus sûr, on a levé les normes, ce qui fait qu'on fait un nucléaire de plus en plus cher. Ça, c'est un vrai problème pour nos sociétés. Mais le truc bizarre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat où certains pays en Europe, il n'y a pas que l'Allemagne, l'Autriche, d'autres, veulent imposer leur point de vue vis-à-vis du nucléaire à tout le monde. Ça boucle pas, et je pense que ça boucle pas d'ailleurs même sous le plan simplement objectif climatique. Si on veut une énergie décarbonée en Europe, il faut une combinaison il faut multiplier les options, mais il ne faut pas chercher à les imposer. Et je pense que là, il y a un truc qui... Voilà, donc je comprends que la France... Il ne faut pas non plus, à l'inverse, imposer son nucléaire à tout le monde. Il faut juste arriver à ce que chacun s'écoute, et les solutions technologiques. À la fin, l'objectif ultime, c'est de décarboner. Pour pas cher. Et décarboner pour pas cher, au passage, je répète, il faudra du gaz, sinon ça ne marchera jamais. Justement, vous avez commencé à répondre à la question, mais l'objectif de l'Europe d'être le premier continent, j'allais dire, à sortir des énergies fossiles, c'est un objectif qui est crédible ou pas ? Et la feuille de route telle que l'Europe se la dessine Écoutez, on verra si on y arrive. Le seul problème, c'est qu'il faut combiner cette feuille de route avec... la partie transition juste, notamment une énergie bon marché. Parce que sinon, j'ai entendu Pierre Lelouch se transformer en parc de loisirs, j'ai peur qu'on devienne très vite un parc de loisirs. Vous savez, à la fin, les entreprises, elles regardent quels sont les facteurs de compétitivité des diverses zones du monde. Oui. Bon, écoutez, l'Europe avait, grâce au gaz russe ou au nucléaire français, pour la France, un avantage compétitif qui était l'énergie. Vous savez, le miracle industriel allemand, c'était largement le gaz russe. Le gaz russe était vendu à l'Allemagne comme le prix du gaz américain, $20 du baril équivalent. Tout d'un coup, ils l'ont perdu. Donc l'avantage énergétique, on est en train de le perdre et fortement, parce que même s'il a baissé, moi je vous dis que dans mes comptes, il est 2 fois plus élevé que ce qu'il était. Donc je veux dire, donc on a un sujet énergétique. Et les énergies renouvelables ne sont pas gratuites. Enfin, contrairement à ce que oui, le soleil est gratuit, mais malheureusement, c'est très capitalistique. Et il faudra construire des réseaux. Enfin, c'est gigantesque qu'on veut faire. Le projet européen est un beau projet pour nous, d'ailleurs, parce qu'on essaye de se projeter dans le futur, d'essayer des opportunités, mais ça sera coûteux. Donc, il faut arriver à trouver le chemin sans faire de religion sur ce sujet. Et malheureusement, le sujet climatique est en train de devenir un sujet quasiment forme de religion dans notre continent. On n'a plus le droit de dire la vérité. L'Allemagne, je suis désolé, la vérité, c'est que l'Allemagne, pour sortir du charbon, parce qu'elle fait encore du charbon, qui est l'urgence, elle va construire 20 gigawatts de centrales à gaz. Alors après, il dit, il va brûler de l'hydrogène. Mais enfin, faire de l'électricité avec l'hydrogène, c'est... Enfin bon, voilà. Peut-être que l'Allemagne est très très riche. Enfin, je peux vous dire que le client final, il ne va pas payer de l'électricité produite avec de l'hydrogène. Est-ce qu'on est déjà en train de mettre dans les textes européens des technologies dont on ne sait pas si elles fonctionneront ou si elles seront capables de... Non, mais la difficulté, c'est qu'on essaie dans le texte européen, ça c'est une vraie erreur des législateurs, de définir les technologies. Moi, je pense que les législateurs sont là pour fixer des objectifs et puis laisser un peu les industriels dire quelles sont les bonnes technologies pour les remplir. Lorsqu'on décide que les véhicules seront électriques, point, on a rayé un certain nombre de véhicules. Au passage, le véhicule électrique en 2035, j'arrive toujours pas, personne n'ose le dire, je vais le dire, l'électricité européenne en 2035 sera marginalement au charbon. L'électricité européenne en 2035 est marginalement au charbon. Donc les fameux véhicules qui débarquent en 2035, qui rajoutent de la consommation, ils rajoutent de la consommation électrique, on doit augmenter notre consommation, je suis désolé, ils fonctionnent au charbon. C'est pas bon pour le climat. Hein. C'est complètement... Enfin, je veux dire, la nouvelle génération de moteurs diesel qui étaient là, extrêmement peu avec des particules était bien plus efficace pour le climat. Et ça, on fait des choix, qui sont peut-être des choix futuristes d'horizon 2050, etc. Mais dans l'intervalle, pour le climat, en termes d'émissions de carbone, c'est faux. C'est faux. Je suis désolé. Je veux pas. Je suis pas constructeur automobile, mais c'est Et il faudrait déjà qu'on élimine tout le charbon. Alors après, on va me dire, c'est du gaz. Bah oui, c'est du gaz, parce qu'il faut bien quelque chose. Et puis, parce qu'on n'a pas décarboné notre énergie. Vouloir décarboner, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, je pense que je vais publier ce graphique. La demande mondiale est à 100.
la demande, la fourniture d'énergie décarbonée, elle fait 10 des 100. 10. Pas 50, pas 100 comme je vois, on me dit tous les jours ça croît plus vite. Mais on est à 10, un truc qui croît même à 50%, à 10, ça fait 15. Il faut des décennies pour arriver à construire les 100. Et au passage, les 100, il y a une bonne chance, comme la population sur la planète augmente chaque année, que le 100 va devenir 120, 130, voire 150. Donc c'est une espèce de course. Je répète, deuxième fait, c'est un fait, c'est pas... Quand je suis rentré dans cette industrie, l'énergie fossile faisait 90% des énergies mondiales. C'était le charbon 30, le pétrole 30, le gaz 20, en gros. L'année dernière, 81%. 30 le charbon, 30 le pétrole, 20, un peu plus de gaz d'ailleurs. Il y a eu un shift charbon-gaz un petit peu. On va vous dire, on n'a rien fait. Si, mais dans l'intervalle, la demande d'énergie mondiale a augmenté de 50%, parce que la population est passée de 5 à 7 milliards, ou 6 à 8 milliards. Et que le niveau de vie augmente. Et ça, c'est un désir légitime d'aller, je viens de Malaisie, etc., aller expliquer aux Malais que non, il ne faut pas qu'ils se développent et qu'ils consomment plus d'énergie, alors qu'on sait bien que l'intensité énergétique de l'Indien est 10 fois plus faible que celle de l'Américain et de l'Européen, ça ne marche pas. Le président de la République a eu raison de dire la semaine dernière, en ouvrant son discours, le sujet, c'est comment on combat et la pauvreté et le climat, mais en même temps, ça ne sera jamais l'un contre l'autre. Et dans nos sociétés développées, c'était encore plus extraordinaire. Je répète, 2022, moi, m'a choqué. Que nos pays, au moment où on est prêt à mettre plus de 500 milliards sur l'énergie, parce que d'un coup, on a trouvé plein de sous, on le met pour subventionner des énergies fossiles, qu'on me demande de faire des rabais sur l'essence, j'ai fait. Je ne suis pas sûr que c'était l'argent le plus intelligent pour accélérer la transition énergétique en Europe. Avec 500 milliards, on peut en faire des choses, hein, je vous le garantis. Non mais, donc voilà. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est une question de prix, y compris dans des pays développés. Mais il faut bien cette incitation pour pousser... non mais on va le faire. Non mais moi, encore une fois, je pense que l'Europe a raison de chercher à trouver des ressorts. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire notre affaire ? On peut-être. Il y a peut-être des conditions pour le faire. L'une d'entre elles, au passage, parce que le risque qu'on a... L'Allemagne l'a déjà fait. Hein. L'Allemagne, je vous rappelle, dans l'énergie 22 de 2005 à 2015, a mis 100 milliards, plus de 100 milliards, 150 milliards sur la table pour faire décoller les énergies solaires et éoliennes. L'Allemagne a été... il y a deux pays qui ont fait tout décoller, c'est la Chine et l'Allemagne. Il n'y a pas une industrie qui a été créée sur le solaire en Europe. Les panneaux solaires viennent tous de Chine. Pourquoi ? C'est très intéressant. Moi, j'ai eu la discussion quand je suis venu PDG de Total Energy. On avait construit en France 3 usines de modules solaires, de panneaux solaires. Il y avait des taxes qui existaient à l'Europe, à la frontière, pour essayer de faire en sorte que les modules européens soient un peu compétitifs par rapport aux modules chinois qui arrivaient, qui se déversaient. L'Europe a décidé d'abandonner les taxes sur le solaire. Donc, je suis allé voir le ministre de l'économie, puis je suis allé à Bruxelles. On m'a dit, mais non, écoutez, c'est bon pour le consommateur européen. Il faut que l'énergie soit la moins chère en Europe, donc il faut prendre les panneaux solaires chinois. J'ai dit, oui, mais moi, si vous faites ça, je ferme mes usines. Non, mais écoutez, c'est comme ça, donc fermez vos usines. Donc on a fermé les usines. Alors au passage, on est en train de les reconstruire des usines de panneaux solaires. Alors je ne sais pas où on a trouvé des industriels qui vont construire des panneaux solaires. Si on n'est pas sérieux et qu'on ne met pas des tarifs douaniers, ce que font les Américains en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne ferme pas les frontières de l'Europe, on va revivre la même catastrophe industrielle. On va mettre des milliards à financer et subventionner des panneaux solaires qui vont redevenir chinois. Et on va le faire pour les voitures. C'est ce que je veux dire, il y a aussi les voitures, et on va le batteries. faire pour les éoliennes. Et on va le faire pour tout. Donc il faut quand même qu'on choisisse maintenant. On ne peut pas être à l'avant-garde de la lutte contre le climat, y compris dans le fait qu'on génère des opportunités de croissance de marché. On crée des marchés en Europe. Donc, encore une fois, moi, en tant qu'industriel européen, je me réjouis. J'essaie de justement transformer Total en énergie grâce à tout cela. Mais si on veut garder les jobs en Europe et pas simplement servir de laboratoire pendant quelques années et qu'à la fin, c'est les concurrents qui arrivent et qui nous déversent leurs produits, il faut fermer, il faut prendre des mesures. D'ailleurs, il y a un pays qui nous l'a dit, ça s'appelle les États-Unis. L'Iran, c'est fondamentalement la sortie de l'OMC des États-Unis. Je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut. Et ils l'ont fait pourquoi ? Ils l'ont fait parce que les Chinois ont trop profité de l'OMC, mais ils l'ont fait aussi parce que l'élection de Trump a révélé que perdre des emplois industriels aux États-Unis, ça pose des tas de problèmes. Nous perdons les emplois industriels. Pourquoi on dit que c'est grave de perdre des emplois industriels ? Parce que la rémunération, les salaires dans l'industrie sont plus élevés que dans des emplois de service. C'est pour ça qu'il y a un sujet. Mais on a notre bouclage, notre fameux Green Deal
ne fonctionne que si on prend des mesures. Alors c'est compliqué pour un patron d'une boîte mondiale qui croit au libre-échange de dire cela, mais la partie européenne de mon activité, elle souffre. Je veux dire, la semaine dernière, j'ai revu les plans du raffinage européen. Le point mort de mes raffineries en Europe, avant le conflit, était à 25 $ la tonne de marge. Il est passé à 35 $. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, il y a 6 $. Enfin, mais ça fait quand même une augmentation de point mort de 40%. Ça vient de l'énergie, puisqu'on consomme beaucoup de gaz, l'énergie coûte plus cher. Les 4 $, c'est l'accélération de la fin des quotas gratuits en Europe, la politique du carbone. Tout ça, c'est bien. Simplement, quand il s'agit de décider où est-ce qu'on alloue nos investissements, il y a une limite à tout ce qu'on pourra faire. Donc il faut vraiment que maintenant on décide, enfin là c'est plutôt le citoyen européen qui parle, je pense qu'on ne tirera parti du Green Deal et nos citoyens nous suivront que si on crée des jobs, mais pour créer des jobs, il faut les protéger. Parce que notre système, il coûte plus cher, et les salaires sont plus élevés, l'énergie est plus élevée et les normes sont plus élevées. Il faut quand même à un moment qu'on... Je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Le choix, je le comprends. Je le trouve même audacieux, mais il faut aller au bout du choix. Et alors, il y a un mythe en ce moment qui s'appelle, je sais que je vais me faire des copains, la taxe carbone aux frontières. Alors ça, c'est le bidule qui ne va pas marcher. C'est ce qui est censé boucler l'équation, effectivement. Mais ça ne marche pas, vous verrez. Ça ne marche pas, pourquoi? Mais parce qu'on va faire une passoire, parce que c'est compliqué, parce que la plupart des gens qui veulent l'instaurer disent que c'est compliqué à faire, parce qu'on trouve... Et on va pas le faire. Non, je pense que les Américains, ils ont compris. Ils ne font pas une taxe aux frontières, ils mettent des tarifs sur les panneaux chinois. Voilà. Donc demain, ce qu'on a connu ou les bagnoles. Et moi, je suis dans un secteur où, honnêtement, je ne suis pas inquiet en tant que... même si quand je m'associe à Mercedes et à Stellantis pour faire des batteries en Europe, je peux vous dire que c'est un pari audacieux. Parce qu'il va falloir se défendre pour que nos batteries... Avec un peu d'argent du contribuable aussi. Oui, d'accord, mais justement, c'est bien un souci. C'est que l'argent du contribuable nous permet de lancer l'opération, mais après, il faut qu'elle dure. Et si l'énergie continue à monter comme c'est le cas, une usine de batterie, ça consomme énormément d'énergie. On a commencé déjà à perdre de la compétitivité. Et donc, au fur et à mesure, il va falloir quand même se battre contre d'autres parties du monde qui vont aussi... Je serais un constructeur automobile. Heureusement, je préfère être patron de Total Energy que patron de Renault ou Stellantis, parce que je peux vous dire qu'eux, ils doivent se poser des tas de questions tous les matins. Comment ils vont faire pour faire la face à ces voitures chinoises qui, au passage, sont de bonne qualité? Les Chinois, il faut quand même avoir en tête, à Shanghai, 50% des nouveaux véhicules vendus sont électriques. Ils sont électriques. Les Chinois ont compris depuis 5 ans qu'il pour dominer l'industrie mondiale automobile, il fallait faire le pari de l'électrique. Ils ont un énorme marché et elles sont bien leurs bagnoles. Faut pas se tromper. L'idée qu'elles sont pas bonne qualité, c'est pas vrai. Ils ont trouvé des designers. Quand vous avez 1,5 milliard de personnes, vous les trouvez. Et elles arrivent avec 12 000 € de moins sur le marché européen. On va voir ce que vont faire les consommateurs. Moi, je sais ce qu'ils feront. Bon, on va essayer de finir peut-être sur une note optimiste. Est-ce que vous pouvez me citer quand même un atout de l'Europe dans cette histoire de transition? C'est qu'on est un génie en Europe. On est le cœur de la civilisation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se bat entre nous, c'est terrible. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on est trop intelligent. Non, mais je veux dire, on a un marché, on a un grand marché. Il faut qu'on arrive mais il faut qu'on soit plus unis qu'on l'est. Enfin, je veux dire, si j'avais qu'un seul choix, je sais que c'est un rêve. Là, c'est le patron d'une entreprise mondiale qui parle. Il est évident que ce grand marché, tant qu'il restera parcellisé en 27, parce qu'en fait, on a un grand marché, mais après, on a 27 politiques énergétiques, 27 politiques de télécom. C'est quand même incroyable que notre continent, avec tous ces savants, tous ces ingénieurs, etc., sur le digital, ne soit pas capable d'être compétitif face à l'Amérique et face à la Chine. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'a pas un marché unifié. On a un mythe, là. On dit qu'il est unique, mais en fait, derrière, on a 27 régulateurs. Et donc, il y a une urgence. Si on veut que l'Europe aille au bout, je l'ai dit, avoir une politique climatique unifiée, sans politique énergétique, sans politique économique unifiée, c'est quelque chose qui ne peut pas, malheureusement, dont nous sortirons sans doute plus faibles alors qu'on pourrait en sortir plus fort. Donc il faut faire un appel à l'Union de l'Europe. Et effectivement, ça paraît compliqué de se dire qu'on va absorber l'Ukraine, mais je pense qu'à un moment, on n'aura pas le choix que de se dire que c'est tous ensemble, y compris parce que la frontière de l'Europe, elle est effectivement à l'est de l'Ukraine. Ça, j'en suis sûr pour le coup. Elle n'est pas plus loin. Donc il va bien falloir trouver des moyens. Je suis assez d'accord avec ce que commentaire de François Vergouel. Je pense que la reconstruction de l'Ukraine peut être un moyen d'ailleurs de relancer une machine européenne, pour autant, encore une fois, qu'on se donne de la préférence européenne. Il faut absolument maintenant qu'on décide d'avoir une préférence
aux industries européennes, aux industriels européens. Les Américains, longtemps qu'ils le font, le fameux Buy American Act, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de Buy European Act sur le continent européen. L'Europe a été construite depuis 40 ans comme une Europe du consommateur pour lutter contre l'inflation. Ce n'est pas une Europe de l'emploi, ce n'est pas une Europe de l'industrie. Simplement, maintenant, on voit aussi que nos citoyens, eux, ils le demandent. Donc, il faut qu'on y réponde. Très bien. Écoutez, je vous remercie.